C'est-à-dire c'est la même matière que le tableau. Et pour ce faire, on a travaillé avec un atelier du Jura qui est capable de fabriquer des plaques de rue de cette dimension-là. Il n'y en a qu'un en France, ils sont dans le Jura. Et l'idée, c'est donc de faire un tout petit plan d'accès, que les personnes qui s'en servent puissent scanner ceci et avoir la même chose sur leur... En Normandie, vous allez voir, on a toute la puissance économique du lin qui pousse dans les champs, mais on n'a aucun musée sur le thème. En dehors d'un musée assez modeste, dans l'Eure. Il n'y a plus, si vous voulez, de lieu permanent où on puisse dire, tiens, je veux en savoir plus. Et on est vraiment dans la géologie du Pays de Caux, dans une vallée qui aboutit à une plage, Saint-Aubin-sur-Mer. Le Pays de Caux, c'est ça, c'est une falaise et 8 vallées qui se succèdent. La première, c'est la vallée de Fécamp. La deuxième, c'est la vallée de la Durdan. La troisième, c'est la vallée de Saint-Valery-en-Caux. La quatrième, c'est la vallée de Veule. Saint-Valery-en-Caux, il n'y a plus de rivière. Mais à Veule, il y a une rivière. Ici, il y a une rivière. Après, vous allez à Quiberville, il y a la qui rassemble plus de 600 agriculteurs adhérents. Et ces agriculteurs se sont groupés après-guerre. Ça doit être comme ça chez vous aussi. Pas forcément, mais il y a aussi une il y a des coopératives. Oui. Voilà. Et donc, l'union faisant la force, ils se sont dotés d'un matériel spécifique. Car la culture de lin nécessite une mécanisation spéciale. Il ne peut pas servir à autre chose. Pour une raison simple, c'est que le lin n'est pas coupé, mais il est arraché. Parce que par ailleurs, il faut vraiment conserver la qualité des fibres. On va le voir dans la qualité. Belle filasse qui ressemble à une chevelure. Là, on est allé plus loin, on a peigné la filasse. On est arrivé à une superbe chevelure. Mais on peut fabriquer des sacs costauds, on peut fabriquer du renfort pour les voitures, on peut fabriquer de la laine de lin avec ça. Enfin, c'est absolument valorisé aussi. Puis bon, il a mis ici des graines de lin qui vont pas tarder à germer, parce que je vois qu'il y a eu un trou, mais que c'est parfaitement dans la... Il y a comme qui dirait de l'humidité. Donc là, on va... Il n'est pas du hasard, on est sur une terre exceptionnelle. Alors, je parle pas de celle qui est sous nos pieds, encore que, mais celle du plateau. C'est-à-dire, dès qu'on remonte, les grands champs de culture intensive que vous voyez bénéficient d'une terre exceptionnelle. C'est ce qu'on appelle un limon ou un leuce. Pour ceux qui ont fait un peu de géologie, c'est une terre éolienne. Elle est arrivée avec le vent. Donc, elle est très, très, très fine. Quand on regarde bien et qu'on la mouille, c'est une vase. D'où vient-elle? Eh bien, elle vient du fond de la Manche. Il y a 20 000 ans, la Manche était un fleuve, un énorme fleuve, avec des affluents comme la Tamise, le Rhin, la Seine. Et ce fleuve, il avait des rives, des alluvions sur les bords des rives, et ils se sont décrochés au fil des siècles, des millénaires, ils se sont déposés sur les pays environnants, alors, dans le Calvados, sur le plateau du Pays de Caux, sur le Pas-de-Calais, sur le nord de la France, en Flandre, etc. Et on peut continuer comme ça jusqu'en Estonie, jusqu'aux pays baltes. Donc ce sont des terres à lin. En Pologne aussi, vous avez beaucoup de lin. Le lin a retrouvé, si vous voulez, ici, sur cette frange du nord de l'Europe, des conditions qu'il connaissait il y a 2000 ans avec les Égyptiens. Les Égyptiens sont les gens qui ont domestiqué définitivement le lin. Le lin, vous verrez, il vient d'une provenance caucasienne, le lin originel, j'entends l'ancêtre. Et il a transité par le croissant fertile et il est arrivé en Égypte. Et là, les Égyptiens, pendant des milliers d'années, ils ont travaillé le lin jusqu'à en faire une plante extraordinaire. Et le champ en fleurs. Honnêtement, le bleu peut être beaucoup plus beau que ça encore. Peut être violet, intense, c'est magnifique. Mondiale de fibres naturelles contre 75% pour le coton. Donc il y a un moment donné, ça a fait ça, quoi. Le coton est... À la fin du Moyen-Âge, le lin est essentiellement ce qui sert à vêtir les gens. Mais pas que le lin. À votre avis, à la fin du Moyen-Âge, comment on s'habille? Avec quoi on s'habille? La laine. Le lainage. Ouais. La laine, tout le monde. Le drap, c'est quand on parle de drap au Moyen-Âge, c'est la laine. Donc le lin, il sert aussi à faire des textiles. On verra sur un autre panneau pourquoi ça a monté en puissance. Mais les toiles sont fabriquées dans des petits ateliers urbains. J'ai entendu que certains avaient visité Veule. Les Anglais qui ont une colonie qui s'appelle les Indes sont tombés sur une plante textile merveilleuse qui pousse, qui fait des fleurs, qui est facile à travailler, qui est c'est très au point en plus depuis des centaines d'années chez les Indiens. C'est le coton. Ils ramènent du coton en Europe. Le coton sert à l'époque, en 1601 par exemple,
à fabriquer des mèches de chandelle. Et il y a à un moment donné, il y a une livraison qui dépasse la quantité qu'avait commandé le gars, ou le gars disparaît, je ne sais plus. Il va très vite subir les aléas du coton. Il va voir que le coton, à un moment donné, il y en a plus, donc il revient vers le lin. Parce que dès qu'il y a eu une guerre, par exemple la guerre de sécession, il n'y avait plus de coton. Vous savez, les approvisionnements venaient aussi des États-Unis. Donc le lin faisait ça. Donc lui, il est allé définitivement vers le lin, le coton et le chanvre. Donc ça, par contre, c'était un industriel social. Il avait construit son usine. Tout à l'heure. Vous voyez là le geste du semeur et les semoirs modernes. Le désherbage actuel, il y a plein de tableaux en Flandre qui montrent cette scène. Quand je dis plein, il y en a 4-5. C'est des femmes à genoux au sol, sous la surveillance de 2 contremaîtresses, qui désherbent le lin à la main. On a échappé à ça. Mais là, j'avais le choix de mettre un épandeur, enfin ce qu'on appelle un pulvérisateur, puisque comment désherbe-t-on le lin maintenant? On vient d'en parler, on va pas revenir dessus. Donc, j'ai choisi de mettre une herse étrille. Donc ça, c'est l'outil des bio. Les bio ont des herses étrilles et qui peuvent faire l'amplitude d'un pulvérisateur, c'est-à-dire on peut être jusqu'à 30 mètres. Oui, non, mais alors, il va faire. Là, on a mis un rouissage au sol, hein, qui remplace le rouissage en bac. Là où on a le retournage du lin, parce que une fois qu'on avait rouillé dans l'eau, il fallait que ça sèche. Hein. Donc on mettait, il n'y avait pas besoin de retourner. Hein. Le rouissage avait déjà eu lieu. Et là, bien sûr, à la force animale, on récoltait le lin et on le transportait dans les fermes. Là maintenant, ce sont des convois comme ça. La deuxième chose qu'on voulait montrer, c'est que la culture du lin, en 1925, aux environs de 1925, vous voyez, c'est en orange. Donc vous en avez sur tout le nord, comme maintenant, jusqu'en Île-de-France, Coulommiers et les pionniers du lin bio. Vous en aviez dans le Nord-Bretagne, vous en aviez en Loire-Atlantique et en dessous, en Saintonge, vous en aviez sur le bassin de l'Adour, au Pays Basque, vous en aviez en Languedoc, et vous en aviez aussi qui remontaient en Auvergne. La laine ou en portant du chanvre ou du lin, le résultat sur la peau n'était pas le même. C'est-à-dire que les textiles respirants comme le lin et le chanvre, qui évacuent la transpiration, favorisent la cicatrisation des plaies. Ça c'est prouvé. Donc on a développé la chemise, qui était un accessoire pas si porté que ça. Et la chemise servait le jour, on la mettait dans les braies ou dans la chemise, et la nuit elle s'arrêtait pour l'homme ou pour la femme. On a développé la chemise. Mais tout le monde ne pouvait pas porter la même chemise. Vous voyez ce que je veux dire? Il fallait quand même qu'il y ait des signes extérieurs de richesse. La dentelle est apparue pour orner la chemise. Pour que le peuple n'ait pas la même chemise que ceux qui avaient les moyens d'avoir la dentelle. Dans les pays où il y avait du lin. Il y avait du lin dans le bassin du Pô, en Italie. Venise, il y avait de la dentelle de Venise. Vous aviez du lin en Flandre, à Bruxelles, à Lille, la dentelle de Cambrai, la dentelle de ces pays de lin. Hein, parce que la dentelle était en lin au départ. Les Italiens y ont mêlé de la soie parce qu'ils avaient des contacts avec la Chine, etc. Et voilà, la dentelle a été quelque chose qui a participé à l'essor des régions du Nord. Le lin, la bouillotte avec des graines de lin pour, vous savez, que vous chauffez quand vous avez un cataplasme, ça marche très bien. Des cataplasmes à la farine de lin pour les bronchites. Et c'est pas seulement la chaleur qui agit, c'est le lin. Parce qu'on sait maintenant que la graine de lin contient des substances notamment qui ralentissent le vieillissement de la peau, c'est ce qu'on fait. Donc le lin a des qualités intrinsèques très très fortes
Et ce sont les Polonais qui ont mis en avant, par une expérience toute simple, face à un grand blessé avec des plaies profondes. On a soigné une partie de ses membres avec de la charpie de tissu de lin, et l'autre partie avec de la charpie de coton, ou d'autres textiles. C'est le lin qui remporte haut la main à l'expérience, parce que il pompe les mucosités, tous les sérums qui se fabriquent dans la plaie, et on les évacue par le tissu, tout simplement. Donc ça c'est prouvé, et on s'endort beaucoup plus vite dans des draps de lin, et de surcroît, le sommeil paradoxal est plus long, c'est le sommeil régénérateur. Donc ça a été prouvé en faisant dormir des gens, des cobayes dans du coton et dans du lin, tout simplement, et ce sont des Italiens qui ont fait l'expérience à la fin des années 80. La recette pour préparer soi-même sa toile de lin. Vous pouvez essayer avec des vieux draps, hein, c'est pas interdit. Vous aurez une toile à peindre. Et ce qui est intéressant là, c'est que le lin, il a été un accélérateur de la circulation des œuvres d'art. Comme le chanvre. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, on peint sur bois. À la fin du Moyen-Âge, on commence à envisager de peindre sur toile en duel. Ça se roule et ça voyage beaucoup mieux. Donc le lin a favorisé la diffusion des œuvres à travers l'Europe. Tout simplement, c'est ce qu'on voulait dire. Qu'il a été aussi très vite compris par des génies comme Jan van Eyck, le Hollandais, que avec de l'huile de lin que vous colorez avec quelques pigments de l'époque, on est à la fin du Moyen-Âge, vous passez une première couche d'huile, donc c'est transparent, à l'endroit que vous voulez en rouge, vous repassez une petite couche, vous y revenez des dizaines de fois, et vous avez un glacis rouge que vous pouvez voir sur par exemple, le triptyque de l'agneau mystique dans la cathédrale de Reims. Les dehors, tous ces gens-là, ils fabriquaient leur peinture en lin. Hein. Vous savez, l'invention du tube de peinture, c'est fin 19e. Avant, on fabriquait à l'atelier ces peintures avec de l'huile de lin et des pigments. Donc, on peut dire que, et puis la toile de lin, hein, sur laquelle on peignait. Donc, le lin a une grande place à jouer, un grand rôle, dans l'histoire de l'art. Voilà. On a voulu rappeler ici que si les Hollandais, donc les Rembrandt, les Vermeer, qui étaient des ouvriers plus que des artistes, on peut dire que c'était des œuvriers, c'est-à-dire qu'ils travaillaient à la décoration des somptueuses demeures des gens de Rotterdam ou d'Amsterdam. Et ils n'étaient pas payés comme des artistes, ils étaient payés comme des décorateurs. Et que la guilde des peintres, la guilde des vendeurs de vin, enfin, des syndicats, et qu'est-ce qu'on fait quand on est en syndicat? On cède en cas de coup dur, on se repasse des bonnes affaires, etc. Et l'essor de la peinture flamande est grandement dû à la création des guildes. Vous voulez rappeler ça aussi. Poétique ou romanesque des grands auteurs français qui parlent du lin. On a choisi une image pas pour rien, c'est que cette femme qui a été peinte en 1560, qui s'appelle Laura Battiferri, elle porte un livre dans ses mains et elle est ornée, elle est décorée, en fait, je peux dire ça. C'est habillée avec une très belle dentelle probablement de lin et tout ça. Et que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, le papier était en Il va encore dire du lin. Oui, il était en chiffon. En chiffon, oui. Hein, les chiffonniers récupéraient les vieux textiles, ça repassait dans un chaudron, on mettait des produits de l'époque, et on fabriquait des planches de papier. Et les beaux livres, ce qu'on appelle les purs fils, étaient fabriqués en vieux chiffon de lin ou de chanvre, ou de coton, quand le coton est arrivé. Donc et ce, jusqu'à très récemment, hein, c'est-à-dire que vous avez vu encore des livres en tissu, en quelque sorte, enfin en pâte de tissu, au milieu du 19e siècle. Après, il y a eu l'invention de plein de choses, ça a changé. Donc on a choisi Balzac, parce qu'il dit précisément ce que je vous dis. En ce moment, donc 1850, hein, en ce moment, le papier se fait encore avec du chiffon de chanvre et de lin, mais cet ingrédient est cher et sa cherté
retarde le grand mouvement que la presse française acquérera nécessairement. Effectivement, après on va inventer le papier à base de bois, la pâte à papier, et donc la presse va pouvoir se développer. Je vais aller tout de suite vers Émile Zola. Lui, Au Bonheur des Dames, il nous dit que au rayon du Bonheur des Dames où il se trouve, il y a des montagnes de très beaux lins, dit du pur lin blanchi sur le pré. Des fragments d'un lin qui avait été filé et teint en bleu turquoise dans une grotte. La grotte de Dozoana, tout est documenté, ça y est, c'est plié. C'est la plus vieille apparition du lin utilisé par l'homme. Mais très vite, donc il est originaire d'ici, vous voyez, au bout de mon doigt. Le lin, et le lin originel, on appelle ça du lin bienné. On a retrouvé la source, si vous voulez, dans cette région-là. Lin bienné, ça veut dire qu'il est pérenne. C'est donc pas un lin qu'il faut semer tous les ans. Il va migrer, il va passer par ce qu'on appelle le croissant fertile. Donc là, si on est à moins 8000 ans à peu près, hein. Il va être cultivé le long des grands fleuves, le Tigre, l'Euphrate. Quand il va arriver à la civilisation égyptienne, là, il va prendre un essor vraiment intéressant, notamment avec ce que je vous dis, l'utilisation des alluvions du Nil après les grandes crues d'octobre. Donc là, on sème un lin et on va le magnifier à travers des tableaux qu'on retrouve dans les tombeaux égyptiens, puisque vous avez la récolte du lin qui a été peinte, hein, dans le tombeau, par exemple, d'Er el-Médinée. On est à moins 1300 avant Jésus-Christ, et on représente déjà l'arrachage du lin, de gens qui sont probablement habillés en lin. Vous voyez, probablement. Parce que le coton, la plante ancêtre, elle vient d'Inde, et je crois qu'on en retrouve aussi un peu en Amérique du Sud. Mais il n'y en avait pas encore en Afrique, a priori. Donc ça ne peut être, grosso modo, que du lin. Leur voile de navire était en lin. Grâce à ça, ils ont conquis le bassin méditerranéen, les Égyptiens. Et puis, quand les voiles étaient abîmées, on les déchirait en lambeaux et on enrobait les momies. C'est exposé au musée de l'île de Rhodes. Donc ça, c'est une autre utilisation. Dans la Bible, on retrouve plein d'éléments sur le lin, bien sûr, dans l'Ancien Testament, car le lin est associé à la pureté. Mais c'est aussi grâce au lin et au tissu de lin que le peuple hébreu a pu faire son exode, puisqu'il a transporté avec lui son sanctuaire portatif, l'arche de l'Alliance. Et que cette arche de l'Alliance, on retrouve les dimensions de l'arche, la manière dont elle est construite dans la Bible, dans les textes bibliques. Donc, des étudiants israéliens se sont amusés à reconstituer l'arche de l'Alliance. Et ça donne ceci, vous pouvez vous approcher. Hein. C'est une photo qu'on trouve sur Internet. C'est une expérience qui a été menée en 2011 par des étudiants de Tel Aviv. Des polymères, donc des résines polymères, dans lesquelles on les met, et on va créer des composites qui servent au renfort des portières de voitures. On va pouvoir fabriquer des cadres de raquettes de tennis, des meubles thermoformés, des planches de surf, des skateboards, des cadres de vélo, des casques de moto, tout ça, ça existe, à base de fibres de lin. On peut fabriquer du linoléum aussi. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le lin technique. C'est-à-dire qu'il n'est pas destiné au textile. Hein. Et ça, c'est l'avenir du lin. Mais aussi l'avenir du chanvre, l'avenir de plein de fibres. Mais ce qu'il faudrait arriver à trouver maintenant, c'est à se sortir du pétrole. C'est-à-dire que plutôt que d'utiliser des polymères issus des produits pétroliers, utiliser des résines issues du ricin, de la betterave, du maïs, du blé. Et ça, on a commencé à le voir apparaître. Vous savez, maintenant, on a des sacs plastiques très mous. C'est à base de maïs. C'est un plastique à base de maïs. Donc on peut avoir des plastiques tous dans les champs. C'est ça qu'on voulait dire. Et qui se décompose dès qu'on met...